Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita, évidemment, et je suis avec Dvorah Khan. Bonjour Dvorah. Bonjour Cathy. Merci d'être venue. Alors Dvorah, vous êtes là parce que vous allez nous parler d'un sujet passionnant, puisque vous êtes responsable de l'Ulpan de conversion du kibbutz Eina Netziv. Absolument. Voilà, alors un Ulpan que vous avez créé avec d'autres, je crois, il y a environ 20 ans, mais disons que ça fait 17 ans qu'il existe vraiment, on va dire ça comme ça. Alors, pourquoi créer un Ulpan de conversion et comment ça s'est passé au tout démarrage? En fait, c'est le kibbutz Eina Netziv qui cherchait un projet, que ce soit Ulpan d'hébreu, Ulpan ou autre, et le kibbutz... Un projet pourquoi? Aider vraiment le sionisme, faire un projet que seulement un kibbutz peut faire avec les structures que nous avons. Nous avons des logements, nous avons une salle à manger. Ce sont des facilités qui font qu'on peut prendre des groupes relativement facilement sans créer de nouvelles infrastructures. Le kibbutz a été demandé à l'agence juive s'il avait besoin d'un ulpan d'hébreu. Ils ont dit non, mais si vous voulez, vous pouvez ouvrir un ulpan de conversion. C'était en 1998. 1998 Oui. Wow. Et donc, nous avons ouvert un ulpan en hébreu. Et pour les gens qui venaient du monde entier, il fallait connaître l'hébreu. C'était évidemment donc la condition. Et au bout de 4 ans, nous avons vu qu'il y avait une baisse de demande en hébreu et par contre, une énorme demande en français. Mon mari, le rabbin Elikan Zichrono Livracha, écrivait des questions, répondait à des questions et des réponses en hébreu sur le site she'ela.com. Et il avait des dizaines et des dizaines de demandes de conversion de francophones. Alors, il a dit... C'est des gens qui venaient du monde entier et par le biais d'Internet qui étaient en contact avec lui. Voilà. Forcément. Et donc, il s'est dit, eh bien, je crois que si nous ouvrions un ulpan en français, nous aurions de la demande. Et voilà, ça fait donc maintenant 14 ans. Alors, on voudrait rentrer un petit peu plus dans les détails parce que la conversion, c'est un sujet qui touche à l'intime, en même temps à l'universel. Et c'est compliqué quand on entend en France les conversions. Ça dure des années. Les parcours sont souvent pleins d'embûches. Chez vous, c'est pareil, c'est plus court. Le processus, j'imagine, est totalement différent parce qu'on est en Israël. Alors, le programme est beaucoup, beaucoup plus court, mais tout simplement parce que nous sommes un programme intensif. Je sais qu'en France, effectivement, on nous parlait même de 7 ans, 4, 5, 7 ans. C'était tout à fait. On m'a dit maintenant que c'est plus court. Néanmoins, chez nous, vu qu'il ne s'agit pas d'un cours par semaine, mais de entre 15 et 20 heures de cours par semaine, c'est très intensif. Nous étudions tous les matins. Et c'est un internat, les gens habitent chez nous, logent chez nous, ils sont 7 mois donc à Eina Netziv. Nous commençons en général après Sukkot jusqu'à Shavuot. Tous les matins, il y a 4 heures de cours et l'après-midi, ce sont 4 heures de travail au kibbutz. Ah, quand même. Ah oui, on a un kibbutz ou pas? Au travail au kibbutz, dans n'importe quelle tâche. Oui. C'est vous qui décidez, c'est les membres du kibbutz qui décident. C'est là où on me dit, voilà, on a besoin de tant et tant de personnes. C'est pas très intéressant, c'est la cuisine, c'est la laverie et c'est l'usine. Nous avons une grande usine de matières plastiques. Et ça doit être une expérience incroyable. Absolument. Les gens me disent toujours, nous, on veut le kibbutz. Des fois, je leur dis, mais vous pouvez aller à Jérusalem, vous pouvez aller dans le Shomron, vous pouvez aller ailleurs. Mais non, nous voulons le kibbutz, l'expérience du kibbutz. C'est passionnant. Et voilà, donc notre Ulpan dure 7 mois. Ok. Alors, Ulpan, ça paraît un peu bizarre pour parler de conversion, parce qu'Ulpan, en général, c'est plutôt pour un apprentissage d'une langue, mais se convertir, c'est changer carrément sa vie, quoi. Donc, comment vous procédez en dehors des heures d'hébreu, des heures j'imagine, de pensée juive que vous leur donnez, de halakha. Il y a autre chose? Il y a quelque chose de particulier chez vous? Alors, comme vous l'avez dit, nous en donnons quelques heures d'hébreu, mais pas énormément d'hébreu, puisque tous les cours sont en français. Nous en donnons tous les cours de base, la pensée juive, la prière, les fêtes, la Torah, Pirkei Avot, histoire juive, etc. Donc ça, c'est tous les matins.
le fait d'être chez nous tous les Shabbatot, hein, 2 Shabbats sur 3 sont au kibbutz, et chaque 3e Shabbat est un Shabbat libre. Il faut quand même pouvoir souffler et les gens peuvent aller dans leur famille ou chez des amis dans le pays, un Shabbat sur 3. Ils sont chez nous chaque Shabbat. Ils sont complètement intégrés dans la vie du kibbutz. Ils ont une famille d'accueil chez laquelle ils vont le Shabbat, mais ils peuvent y aller effectivement aussi pendant la semaine. Donc, ils sont vraiment en immersion. En immersion totale, absolument. En plus, nous avons des excursions. Une fois par mois, nous avons une excursion d'une journée et une fois par mois, en plus, une petite excursion dans la région d'une demi-journée. Alors, ce sont des classes de combien de personnes ? Une douzaine, entre 10 et 12. Ce n'est pas des grandes classes. Et comment vous choisissez, parce que c'est quand même une responsabilité, j'imagine, pour vous, comment vous choisissez ces candidats qui veulent se convertir ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous ne faisons pas de... Il n'y a pas de sélection. Non, je ne cherche pas les gens, je ne vais pas à l'étranger. C'est eux qui arrivent chez moi. Nous sommes quand même assez connus. Bien sûr, depuis 20 ans, c'est sûr. On nous trouve sur Internet facilement et de bouche à oreille. Alors, on a eu des parents après des frères et des sœurs et des cousins. On a des familles entières qui sont arrivées, d'abord les parents, après une fille ou le contraire. Les enfants d'abord, après les parents. Nous demandons je rencontre les gens, soit ils viennent en Israël, soit par Skype, nous faisons un interview. Nous avons beaucoup de demandes et je ne peux pas prendre tout le monde. Pourquoi, en particulier, je ne prends pas de place, place de logement. En particulier, je ne prends pas de famille avec des enfants. Je ne peux pas. Je n'ai pas d'appartement. C'est ce que le Malou, le kibbutz, ce sont 4 petites maisons qui me permettent de prendre une douzaine de personnes, pas plus. J'ai eu 1 ou 2 fois, mais c'était exceptionnel. En général, je ne peux pas prendre des familles. Voilà. Mais au niveau de la motivation, vous faites quand même, vous avez quand même un degré d'exigence ou pas? Je vais vous dire, les personnes qui ont un père ou un grand-père juif, donc qui ont le droit au Chok HaShut, à l'Aliyah, pour moi, c'est tellement évident que ces personnes doivent se convertir. Elles le veulent, en général, elles ont grandi comme juives. Souvent, elles ne savaient même pas, jusqu'à un âge avancé, qu'elles n'étaient pas juives. Elles étaient sûres, ayant un père juif, ayant vécu auprès de leur famille, les Shabbatot, les fêtes, bien sûr, Pessah, Yom Kippour, elles étaient sûres qu'elles étaient juives. Tout à coup, elles découvrent, au moment de la bar, bat mitzvah, au moment de l'Aliyah, qu'ils ne sont pas juifs. C'est pour eux un choc terrible. Pour moi, c'est évident. Il y a beaucoup de souffrance, non? Beaucoup, absolument. Ou des gens qui ont honte de dire qu'ils ne sont pas juifs à leur entourage parce qu'ils ont un nom juif. C'est des gens qui veulent se marier puis ils découvrent aussi qu'ils ne sont pas juifs. Absolument. Nous avons aussi des couples, absolument. Je veux dire là, c'est quand nous avons un couple, nous demandons au conjoint, en général c'est la femme qui doit se convertir et l'homme qui est juif, nous demandons au couple de venir, même la personne juive, puisque c'est pas parce qu'elle est juive de naissance qu'elle a des connaissances, donc nous voulons qu'elle soit au même niveau que son futur conjoint. Et c'est d'ailleurs la demande de la rabbanout. La rabbanout ici demande que s'il y a un couple, le conjoint juif fasse partie, apprenne et soit au même niveau, pour ne pas créer après une dissonance, disons que la future juive, celle qui est la candidate chez nous, elle va apprendre, elle va connaître énormément de choses, et son conjoint, parce qu'il est juif, ne sait pas. C'est une grosse différence avec ce qui se passe en France, d'ailleurs, sur ce point-là, puisque en France... on ne convertit pas pour un mariage. Exact. Les gens cachent les conjoints. Exact. Alors que nous, c'est exactement l'inverse. Nous demandons, première chose, est-ce qu'il y a un conjoint, et nous demandons de ne pas nous le cacher. Il n'y a pas de problème. Nous convertissons en vue de mariage, mais le conjoint doit faire partie intégrante du programme, c'est tout. Ça ne grince pas au consistoire à Paris de vous entendre tenir un discours assez, on va dire, ouvert, moderne, en tout cas très différent du leur? J'imagine que si. Je ne suis pas en contact avec le consistoire, mais je sais qu'ils nous ont envoyé quelques personnes. Ils nous ont envoyé quelques personnes, oui. D'accord. Mais je ne suis pas en contact. Alors, justement, comment ça se passe? Une fois qu'on a suivi le programme, on a appris tout ce que vous leur avez enseigné. Comment
ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a un examen de conversion? Est-ce que vous les accompagnez jusqu'au bout? Est-ce qu'ils doivent se débrouiller tout seuls? Bien sûr. Alors, au bout de 7 mois, nous les amenons devant le Bet Din à Haïfa. Nous, comme nous sommes dans le nord du pays, Ein Hatziv, c'est Bet She'an, Afula, Tibériade. Nous sommes affiliés au Bet Din de conversion, au tribunal donc de conversion de Haïfa. Pendant l'année, 2 fois, un responsable du Bet Din vient les interviewer au début du processus et à la fin du processus. Et donc, au bout de ces 7 mois, si tout s'est bien passé, nous les amenons au tribunal et c'est uniquement un examen oral qui dure une petite demi-heure, on va dire. Et Baruch Hashem, nous avons 95% de réussite, on va dire. Il y a des gens qui sont recalés quand même, ça peut arriver. Extrêmement rare. D'abord, on n'est jamais recalé la première fois. Ce qui peut se passer, c'est rare, mais ils peuvent dire, nous pensons pour X raisons, mais ils disent pourquoi, que vous devez revenir dans 2-3 mois. Jamais, en Israël, en tout cas, on ne recale, on dit non, c'est pas bon. Jamais, jamais. Ça doit être très émouvant lorsque vous les amenez excessivement émouvant. Jusqu'au Bet Din. Absolument. Vous avez des souvenirs de... Bien sûr, parce qu'immédiatement, on leur dit sur place, tout de suite on dit, voilà, vous êtes acceptés ou pas. Et ils font la Kabbalat Mitzvot, ils disent le Kriyat Shema. Il n'y a pas une fille qui ne pleure pas. Pas une. Tout le monde pleure. C'est excessivement émouvant. Et les hommes ne pleurent pas, eux? Non. C'est bizarre, ça. Je n'ai jamais vu un homme pleurer, même s'il sera un petit peu ému. Mais non, les filles, ouais. Tout le monde pleure. Okay. Et 1-2 semaines après, nous les accompagnons aussi au mikvé, au bain rituel. Et c'est aussi très, très émouvant. Et le summum, pour moi, c'est de les amener à la choupa. Vous gardez contact avec eux au moins au début, pendant un certain temps avec certains. La semaine prochaine, dans une semaine, il y a une élève qui se marie. Il y a à peu près un mariage par an. Et nous sommes là, évidemment. C'est très émouvant d'assister au mariage. Vous avez l'impression de contribuer à la construction du peuple juif? Absolument. C'est ce qui vous motive? J'ai pratiquement maintenant 200 personnes qui sont passées à Ein Hatziv que nous avons converties. Et il y a 4 ans, je crois, nous avons fait un rassemblement des anciens. Ça a été un travail de titan de rechercher parce qu'il y a 15-16 ans, il n'y avait pas encore l'informatique, je n'avais pas les téléphones, je ne savais pas comment les joindre. J'ai recherché, je n'ai pas retrouvé tout le monde, mais nous étions plus de 100. Avec les conjoints, des enfants. 3 familles sont venues exprès de l'étranger. Et c'est un rassemblement excessivement émouvant. Et c'est tov à la neshama, comme on dit. Ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien de voir qu'on a contribué à former quelques couples. Beaucoup sont restés en Israël, beaucoup sont religieux. Et petite anecdote pour finir, 4 couples se sont formés chez nous. Bah oui, et se sont reconnus et mariés. J'imagine que votre mari a été aussi actif au sein de cette Ulpan. Oui, il a enseigné pendant plusieurs années. Un de nos professeurs les plus intéressants, les meilleurs de l'Ulpan, et il nous manque beaucoup. Ouais, j'imagine. Vous pouvez nous donner quelques noms des enseignants qui travaillent chez vous? Oui. Alors, au kibbutz, on a Madi Ayali, Ephraim Vishnia, Caroline Erlich, Yohan. Son nom c'est pas grave. Maintenant. De Sde Eliaou, le kibbutz à côté, on avait Michel Ben Admon. Et on avait le Rav Yaakov Levi de Revaya qui a également quitté. Donc, ils ne sont plus là, mais ils ne sont plus enseignants. Ils ont beaucoup contribué, absolument, on va dire, à cette richesse-là. D'accord. Eh bien, écoutez, ma chère Dvorah Kahn, c'était passionnant. Si il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'avoir des renseignements, savoir combien ça coûte, est-ce qu'il faut être interne, externe, enfin, toutes ces questions techniques. Oui. Alors, d'abord, nous avons un site internet. OK. Qui s'appelle ulpan-conversion.com. Voilà, okay. Et puis on trouve mes coordonnées. On peut vous appeler. Bien entendu, sans aucun problème, avec plaisir. La rentrée... Je voudrais rajouter une chose. Nous ne convertissons que des personnes qui font leur aliyah
et qui restent en Israël. C'est la condition de notre Beddin. Alors, si quelqu'un rentre en France, le tribunal ne le convertira pas. C'est un point pour moi très important à signaler. Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Ok, on reste » et puis finalement, ils ont envie de partir après? Ça existe, ça doit exister. Oui. Alors Eh ben, tant pis, ils ont été convertis. Hein. La conversion n'est pas, on la reprend pas. D'accord. Mais ce n'est pas notre but. Nous ne voulons pas justement faire de concurrence à l'étranger, au consistoire ou autre. Nous ne convertissons que des personnes qui font leur alia et qui disent rester en Israël. Très important pour moi de signaler ce point. D'accord, ils sont logés sur place, ils vivent sur place, on l'a dit. C'est un programme qui est subventionné par... non, pas du tout. Pas du tout, c'est privé complètement. Absolument. D'accord, ok. Bon, alors, si vous voulez des renseignements, vous vous connectez sur ulpan-conversion.com. Voilà, Dvorah Kahn se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup d'être venu. C'était mon plaisir. Voilà, et à très bientôt. Merci. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.